Et si la véritable victime de la guerre en Ukraine n'était ni russe ni ukrainienne, mais africaine? Imaginez, dans la nuit du 27 novembre 2025, au large de Dakar, un gigantesque pétrolier, baptisé Mersenne, explose soudainement, brisant le silence de l'Atlantique. Ce navire n'est pas un simple bâtiment commercial, il est le poumon énergétique de tout le Sahel, transportant l'équivalent de 40 000 tonnes de carburant, de quoi alimenter les moteurs, les hôpitaux, les écoles et les pompes à eau de toute une région. Ce drame n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni une avarie, ni un accident de parcours, ni même le résultat d'un missile tombé du ciel par erreur. Non. 4 mines limpets, fixées à la main par des saboteurs entraînés, explosent à des points stratégiques de la coque du Mersenne. Une opération nocturne menée par des hommes venus de loin qui ont bravé les patrouilles, les radars et le noir de la mer pour semer, dans l'obscurité, une terreur dont l'onde de choc va traverser le continent. Dès l'aube, les chaînes occidentales s'empressent de désigner un coupable, la mystérieuse Shadow Fleet, cette flotte fantôme qui transporterait du pétrole russe en dépit des sanctions. Mais derrière les discours officiels, la vérité est tout autre. Ce sabotage n'est pas une simple histoire de navires suspects et de sanctions détournées. C'est une attaque méthodique visant à asphyxier l'Afrique de l'Ouest et, au-delà, à rappeler au monde que la géopolitique moderne ne fait pas de victimes collatérales. Elle choisit délibérément qui doit souffrir. Prenez Bamako, capitale du Mali. Imaginez l'hôpital Gabriel Touré où chaque nuit des médecins se battent contre la montre pour sauver des vies. Leur principal allié? L'électricité fournie par des générateurs alimentés au diesel. Mais après le sabotage du Mersenne, les réserves fondent comme neige au soleil. Les opérations sont reportées, les incubateurs s'éteignent, les vises sont suspendues à la disponibilité d'un carburant devenu rare et précieux. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique subit ce genre de chantage. Lors de la crise pétrolière de 1972, les pays occidentaux avaient été touchés par un embargo de l'OPEP. À l'époque, la file d'attente à la pompe s'étendait sur des kilomètres à Paris, Londres ou Berlin. Les images de cafouillage, de rationnement, de colère populaire sont restées dans les mémoires. Mais aujourd'hui, ce sont les rues de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey qui résonnent du même désespoir, sauf qu'ici, l'aide internationale ne se précipite pas. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut imaginer la vie quotidienne bouleversée. Des pirogues à moteur immobilisées sur le Niger, des camions de transport de vivres bloqués sur la route de Gao, des marchés privés de poissons frais, des écoles sans lumière. Dans une région où chaque litre de carburant se compte, chaque rupture de stock signifie des journées de travail perdues, des récoltes non livrées, des médicaments non acheminés. Ce n'est pas seulement l'économie qui s'effondre, c'est le tissu même de la société qui se délite. Prenons le cas de Moussa, chauffeur de bus à Bamako, un homme ordinaire, père de famille, qui ce matin-là se réveille à 4 heures pour rejoindre la station-service avant le lever du soleil. La file d'attente serpente sur des centaines de mètres. Il attend 12 heures, sous une chaleur accablante, pour finalement apprendre que le carburant est épuisé. Il rentre chez lui, les poches vides, le regard fuyant devant ses enfants qui réclament un repas plus copieux qu'une simple baguette de pain. Moussa n'a jamais entendu parler du Mersenne, ni des manœuvres géopolitiques qui se trament loin de son quotidien. Pour lui, la guerre est une réalité abstraite, lointaine, jusqu'à ce qu'elle s'immisce dans l'intimité de son foyer, qu'elle vole ses heures de travail, qu'elle dévore l'espoir de jours meilleurs. Cette situation n'est pas un cas isolé. Des milliers de Moussa, à travers le Sahel, vivent la même détresse, la même incompréhension, la même colère muette. Il faut se souvenir d'un autre moment où le sabotage énergétique a été utilisé comme arme de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés sabotaient chez les lignes de chemin de fer allemandes pour ralentir l'avancée des troupes ennemies. Aujourd'hui, ce ne sont plus les rails qui sont visés, mais les flux d'énergie, les navires-citernes, les pipelines, et les conséquences touchent d'abord les plus vulnérables. Dans les villages du Sahel, où la vie repose sur l'agriculture et l'artisanat, la pénurie de carburant se traduit par des pompes à eau arrêtées, des troupeaux assoiffés, des moulins à grains silencieux. Les femmes, qui marchaient déjà des kilomètres pour puiser l'eau, doivent redoubler d'efforts. Les enfants, privés d'éclairage, voient leurs devoirs scolaires sacrifiés. La misère s'invite à table, la promesse d'un lendemain meilleur s'éloigne encore. Pourtant, ce n'est pas un phénomène nouveau. Rappelons-nous la grande famine d'Éthiopie, au début des années 80. Là aussi, la crise n'était pas seulement climatique, elle était alimentée par des blocus, des conflits, des jeux d'influence où les puissants tiraient les ficelles, loin des regards. L'histoire se répète sous des formes nouvelles, mais avec une même logique de domination. Qui orchestre alors ce chaos énergétique? La réponse, comme toujours, se cache dans l'ombre.
Officiellement, l'attaque contre le Mersenne est attribuée à des groupes non identifiés, mais tout indique l'intervention de forces spéciales, de mercenaires ou de commandos opérant pour le compte de puissances étrangères. Leur objectif n'est pas de vaincre militairement le Mali, mais de l'affaiblir, de le rendre dépendant, de le pousser à la capitulation en jouant sur la peur et la misère. Le Sénégal, jusque-là considéré comme un havre de paix, devient le théâtre d'une guerre invisible. Ses ports sont surveillés, ses plages transformées en points de passage clandestins, ses eaux territoriales violées par des opérations secrètes. À chaque cargaison sabotée, c'est toute la région qui tremble. Mais pourquoi viser spécifiquement le Mersenne ? Parce que ce navire symbolise la volonté du Mali et de ses voisins de s'affranchir de la tutelle occidentale, de négocier directement avec de nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Chine ou la Turquie. En frappant le Mersenne, les saboteurs veulent briser cette aspiration à la souveraineté, rappeler à l'Afrique qu'elle ne décide pas seule de son avenir. Il suffit de regarder l'histoire de l'Iran dans les années 80 pour comprendre la mécanique. À l'époque, des pétroliers iraniens étaient régulièrement attaqués dans le golfe Persique afin de bloquer la capacité du pays à exporter son pétrole. Résultat, pénurie, inflation, exode. Le même scénario est en train de se répéter sous nos yeux, mais cette fois, c'est le Sahel qui en paie le prix. Le président Traoré, à la tête du Mali, avait mis en garde. L'ennemi n'attaquera pas seulement nos frontières, il cherchera à nous étouffer de l'intérieur, à affamer notre peuple, à briser notre volonté. Son avertissement résonne aujourd'hui avec une acuité tragique, car la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain, mais dans les ports, les marchés, les foyers, les esprits. Mais comment réagit la population face à cette offensive silencieuse ? La confiance dans l'État s'effrite, les rumeurs prolifèrent, des voix accusent les autorités de complicité ou d'incompétence. Certains rappellent les promesses non tenues, les projets d'indépendance énergétique jamais concrétisés. D'autres, au contraire, appellent à l'unité, à la solidarité, à la résistance face à une agression venue de l'extérieur. Dans les rues de Bamako, la colère monte, mais aussi la débrouillardise. Des groupes de jeunes organisent des transports alternatifs à vélo, des femmes montent des coopératives pour mutualiser les courses, des quartiers s'entraident pour partager les rares litres de carburant disponibles. La résilience africaine, forgée par des décennies de crise, se manifeste dans 1000 initiatives du quotidien. Les marchés s'adaptent. À Gao, les commerçants réorganisent leurs circuits d'approvisionnement, favorisent les produits locaux, limitent le gaspillage. Dans les villages du Nord, les associations installent des lampes solaires pour pallier l'absence d'électricité. On redécouvre des techniques anciennes, on cultive la patience et l'ingéniosité. Face à la désinformation, la résistance s'organise aussi sur le terrain de l'information. Des radios communautaires, des groupes WhatsApp, des pages Facebook locales diffusent des messages de solidarité, des conseils pratiques, des explications sur la crise. Les Maliens refusent de céder à la panique, de se laisser diviser par les rumeurs ou la propagande étrangère. Pourtant, la pression est immense. Les médias occidentaux multiplient les reportages alarmistes, annoncent l'effondrement imminent du Mali, attisent de la peur au sein de la diaspora. Samuel, architecte malien installé à Paris, s'inquiète pour sa mère restée à Bamako. Il lit les titres sensationnalistes, tente désespérément d'entrer en contact avec sa famille. Mais la voix de sa mère, calme et rassurante, lui rappelle que l'Afrique a survécu à bien pire, que la solidarité prime sur la panique. Ce contraste n'est pas anodin. Il révèle l'écart entre la perception occidentale, modelée par les médias et les intérêts politiques, et la réalité vécue sur le terrain. Les Maliens, loin de se laisser submerger par la peur, s'organisent, s'entraident, refusent de sombrer dans le chaos. La guerre cognitive devient alors aussi importante que la guerre matérielle. D'un côté, des explosifs placés sous un navire, de l'autre, des rumeurs distillées à grande échelle pour casser le moral, décourager la diaspora, freiner les investissements, couper les transferts d'argent. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille où s'affrontent vérité du terrain et manipulation orchestrée depuis l'étranger. Le gouvernement malien réagit. Il convoque un sommet d'urgence, multiplie les interventions publiques, explique les causes de la pénurie, détaille les mesures prises pour surmonter la crise. Il appelle à la transparence, à la mobilisation générale, à la vigilance face aux fausses nouvelles. L'objectif ? Rassurer, restaurer la confiance, maintenir la cohésion nationale. La véritable force du Mali ne réside pas dans ses institutions, mais dans son peuple. Dans les quartiers de Bamako, les familles partagent les trajets, mutualisent les courses, échangent des astuces pour économiser l'énergie. Les associations locales organisent des distributions alimentaires, des ateliers de réparation de vélos, des séances d'information sur l'utilisation des énergies renouvelables.
La solidarité devient la première ligne de défense contre la guerre économique. Il existe d'autres exemples historiques de cette résilience populaire. Lors du blocus de Berlin en 1948, la population allemande avait survécu grâce aux ponts aériens organisés par les Alliés, mais aussi grâce à l'entraide, à l'économie de guerre, à l'ingéniosité collective. Aujourd'hui, le Mali réinvente cette résistance à l'échelle de ses moyens, dans un contexte où l'aide internationale reste timide, voire absente. Mais la guerre de l'information ne faiblit pas. Des articles anonymes accusent le Mali de liens occultes avec des puissances rivales, de crimes imaginaires, de dérives autoritaires. L'objectif est sans clair: isoler le pays, diviser la population, discréditer les alliances émergentes. Les stratèges de la peur espèrent que, sous la pression, la société malienne s'effondrera d'elle-même. Pourtant, l'effet inverse se produit. Plus les attaques se multiplient, plus la résistance s'organise, plus l'unité nationale se renforce. Les Maliens comprennent qu'ils sont la cible d'une guerre hybride, où le sabotage matériel se double d'une offensive psychologique. Ils refuseront de tomber dans le piège de la division, de la suspicion, de la résignation. Les alliances se réinventent. L'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres partenaires régionaux, multiplie les initiatives pour contourner les blocus. Construction de raffineries locales, ouverture de nouvelles routes commerciales via l'Algérie ou la Mauritanie, négociations directes avec la Russie, la Chine, la Turquie. Les dépendances sont progressivement réduites, les ressources mutualisées, la coopération renforcée. C'est un véritable laboratoire d'indépendance africaine qui émerge sous nos yeux. Face à la stratégie du chaos, le Sahel invente de nouveaux modèles de résilience, de gouvernance, de solidarité. Des jeunes entrepreneurs lancent des start-up dans le solaire, des agriculteurs expérimentent des cultures moins gourmandes en énergie, des artisans développent des solutions locales pour le transport ou le stockage des aliments. La résistance ne se limite pas à la sphère économique. Elle s'étend au domaine culturel, éducatif, social. Des artistes, des écrivains, des enseignants, des leaders communautaires mobilisent la jeunesse, rappellent l'histoire des luttes d'indépendance, célèbrent la fierté africaine. Les écoles organisent des débats sur la souveraineté énergétique. Les universités proposent des formations sur les énergies renouvelables. Les ONG locales forment les populations à la gestion de crise. Mais pourquoi l'Afrique est-elle systématiquement la cible de ces stratégies d'étouffement ? La réponse tient à la place centrale que le continent occupe dans la nouvelle donne mondiale. L'Afrique est riche en matières premières, jeune, dynamique, promise à une croissance rapide. Elle représente un enjeu stratégique pour les grandes puissances qui redoutent de perdre leur influence historique au profit de nouveaux acteurs. Le sabotage du Mersenne s'inscrit dans cette logique de compétition mondiale, où tous les coups sont permis pour freiner l'émergence d'une Afrique souveraine. La France, nostalgique de sa grandeur passée, refuse d'accepter la perte de son précaré africain. Elle multiplie les relais, les proxys, les opérations de déstabilisation, tout en se drapant dans des discours humanitaires. Mais derrière les mots, ce sont des intérêts économiques, politiques, stratégiques qui dictent la conduite des opérations. Les États-Unis, quant à eux, redoutent la montée en puissance d'une monnaie africaine indépendante, susceptible de remettre en cause la domination du dollar. Leur stratégie consiste à entretenir l'instabilité, à encourager les fermetures de frontières, à soutenir discrètement les mouvements de contestation ou les sanctions économiques contre les pays jugés trop indépendants. Mais l'Afrique n'est plus la même qu'il y a 50 ans. Elle a tiré les leçons du passé, elle s'organise, elle innove, elle refuse de rester prisonnière des schémas imposés de l'extérieur. L'AES, en collaboration avec d'autres partenaires régionaux, développe des projets d'intégration économique, de mutualisation des ressources, de formation des élites locales. Les jeunes ingénieurs maliens, burkinabés ou nigériens mettent au point des solutions adaptées aux réalités du terrain, loin des modèles importés. Prenons l'exemple du projet Soleil pour tous, lancé dans la région de Sikasso. Grâce à des microcrédits, des centaines de familles ont pu s'équiper en kits solaires, réduisant leur dépendance aux carburants importés. Les enfants peuvent étudier le soir, les artisans prolonger leur activité, les petits commerces s'émanciper des coupures d'électricité. Ce modèle, inspiré des succès kenyans ou éthiopiens, montre qu'une autre voie est possible. Les femmes jouent un rôle clé dans cette renaissance silencieuse. À Bamako, des coopératives s'organisent pour acheter des denrées en gros, limiter la spéculation, assurer la distribution dans les quartiers les plus pauvres. Des réseaux d'entraide féminine émergent, facilitant l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé. Ces initiatives montrent que la souveraineté ne se décrète pas,
Elle se construit patiemment dans le quotidien des familles. Le combat de l'Afrique pour sa dignité ne se limite pas à la résistance contre les agressions extérieures. Il s'agit aussi de se réapproprier son histoire, de redéfinir ses priorités, de bâtir une société plus juste, plus inclusive, plus résiliente. Les jeunes générations, connectées, éduquées, ambitieuses, refusent de reproduire les erreurs du passé. Elles revendiquent le droit à l'autonomie, à la prospérité, à la paix. La crise du Mersenne est donc un révélateur. Elle met en lumière les failles du système, mais aussi les ressources insoupçonnées d'un continent en marche. Elle rappelle que la guerre moderne ne se limite pas aux champs de bataille, qu'elle se joue dans les ports, les marchés, les écoles, les médias. Elle montre que la solidarité, l'innovation, la persévérance sont les meilleurs remparts contre l'adversité. Mais pour transformer l'épreuve en opportunité, il faut oser regarder la réalité en face, refuser la fatalité, s'engager concrètement dans la reconstruction. Cela commence par des gestes simples: soutenir les initiatives locales, favoriser la production nationale, promouvoir l'éducation, encourager la participation citoyenne. Cela passe aussi par la vigilance face à la désinformation, le refus des discours de haine, la défense des valeurs de tolérance et de fraternité. Il existe déjà des exemples inspirants à travers l'Afrique. Au Rwanda, après le génocide, le pays s'est reconstruit grâce à l'unité nationale, à la promotion de l'éducation, à la mise en place de politiques inclusives. Au Ghana, la lutte contre la corruption a permis de restaurer la confiance dans les institutions et d'attirer des investissements durables. Au Maroc, le développement des énergies renouvelables a ouvert la voie à une nouvelle ère d'indépendance énergétique. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et leurs partenaires du Sahel peuvent s'inspirer de ces expériences pour bâtir un avenir meilleur. Mais cela suppose un engagement de tous, à tous les niveaux: gouvernement, société civile, diaspora, partenaires internationaux, car la diaspora africaine joue un rôle essentiel. Les transferts d'argent, l'expertise, les réseaux de solidarité constituent un atout majeur pour surmonter les crises. Il est crucial de renforcer les liens entre les communautés de l'intérieur et de l'extérieur, de valoriser les compétences, d'encourager le retour des talents, de faciliter les échanges d'idées et de projets. La guerre invisible qui frappe le Sahel doit aussi être l'occasion de repenser les relations internationales. L'Afrique doit exiger le respect de sa souveraineté, refuser les ingérences, négocier d'égal à égal avec ses partenaires. Elle doit s'unir pour défendre ses intérêts, promouvoir l'intégration régionale, peser sur les grandes décisions mondiales. La transformation ne viendra pas de l'extérieur. Elle dépendra de la capacité des Africains à s'approprier leur destin, à inventer leurs propres solutions, à s'appuyer sur leurs forces, à surmonter leurs divisions. Les défis sont immenses, mais les ressources humaines, culturelles, naturelles du continent sont à la hauteur des ambitions. Pour conclure, la crise du Mersenne n'est pas seulement une tragédie. C'est un électrochoc, un appel à la vigilance, un défi lancé à la conscience collective. Elle pose une question fondamentale. Voulons-nous rester spectateurs de notre histoire ou devenir les acteurs de notre renaissance? La réponse appartient à chacune et chacun d'entre nous. Elle se construit chaque jour dans les choix que nous faisons, dans les solidarités que nous tissons, dans les espoirs que nous portons. L'Afrique n'est pas condamnée à subir. Elle peut, elle doit écrire une nouvelle page de son histoire. Alors, que faire concrètement pour transformer l'épreuve en opportunité? Premièrement, renforcer la production locale d'énergie, en investissant dans le solaire, l'éolien, la biomasse. Chaque village équipé d'une petite centrale solaire est un pas vers l'indépendance. Deuxièmement, encourager l'agriculture durable, réduire la dépendance aux importations, valoriser les savoir-faire locaux. Les coopératives agricoles, les marchés de proximité, les circuits tout courts doivent devenir la norme. Troisièmement, promouvoir l'éducation et la formation, en mettant l'accent sur les compétences pratiques, l'innovation, l'entrepreneuriat. Les jeunes doivent être formés aux métiers d'avenir, capables de créer, d'inventer, d'adapter. Quatrièmement, renforcer la gouvernance, lutter contre la corruption, promouvoir la transparence, impliquer la société civile dans la prise de décision. La confiance dans les institutions est le socle de toute reconstruction. Cinquièmement, cultiver la solidarité à tous les niveaux, famille, quartier, région, pays. La force du Mali et de l'Afrique réside dans l'unité, la fraternité, la capacité à surmonter ensemble les épreuves. Enfin, rester vigilant face à la désinformation, refuser les manipulations, défendre la liberté d'expression, partager la vérité. La guerre de l'information se gagne par la lucidité, la rigueur, le courage de dire non à la fatalité. La liberté ne s'offre pas.
Elle se conquiert, elle se défend, elle s'entretient par des actes, des choix, des voix qui s'élèvent. Chaque Moussa, chaque Fatoumata, chaque Samuel peut devenir un acteur du changement, un artisan de la Renaissance. Ce qui s'est joué au large du Sénégal dépasse le simple sabotage d'un navire. C'est l'avenir d'un continent qui se décide. L'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Elle se relève, elle invente, elle avance. Le vrai choix aujourd'hui n'est plus de savoir qui regarde, mais qui façonne l'avenir. La Renaissance africaine est en marche. À nous d'y prendre part avec courage, lucidité et détermination. Ne restons pas spectateurs. Engageons-nous ensemble pour une Afrique digne, libre, souveraine et unie.